Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant l'organisation des blocs pour les IBOD et les chirurgiens. Donc pour les IBOD et les chirurgiens, ce qui est très important avant de commencer cette formation, c'est de revoir le topo général. Où trouver ces fiches réflexes? Sur intranet, pour les directions, en cliquant sur l'onglet PHU12, bloc opératoire, puis ensuite dans Management des blocs opératoires, sur l'onglet Plan blanc CRBO. Une copie papier de ces fiches réflexes se trouve dans l'armoire SSE, qui se trouve en face de la salle 19. Cette armoire contient aussi tous les outils nécessaires à la prise en charge et à la mise en place de l'accueil des premiers convois qui seront destinés au bloc opératoire. Cette armoire est fermée et vous n'y avez pas librement accès. On va maintenant rentrer dans le détail des rôles des infirmiers de bloc opératoire. Donc vous êtes déjà en salle d'intervention, vous amenez votre patient en salle de réveil et ensuite vous vous dirigez vers la salle de staff. Vous vous mettez à disposition du cadre qui sera identifié par un chasuble STER. Ensuite, vous vous identifiez sur le cahier IDE de bloc. Et enfin, vous vous identifiez avec une étiquette pré-imprimée à votre fonction. Le cadre de STER va vous distribuer une mission. Il y a 4 missions pour les infirmiers de bloc opératoire. L'IBOD 1, qui devra préparer les CADI urgence absolue. L'IBOD 2, qui sera instrumentiste et qui séparera les boîtes. L'IBOD 3, qui sera circulant pour l'instrumentiste qui va séparer les boîtes. Et l'IBOD 4, qui prendra en charge les patients. La mission de l'IBOD 1, c'est de préparer les CADI urgence absolue. Donc vous pouvez lire sur le diaporama les différents matériels qu'il faut. Ça paraît assez lourd, mais les exercices qu'on a fait montrent que c'est très rapide à préparer. Vous trouvez tout dans l'arsenal. La mission de l'IBOD 2 sera d'être instrumentiste et de séparer les boîtes de laparo et les boîtes de thoracotomie en deux. Vous aurez l'IBOD 2 et l'IBOD 3, une salle dédiée au PTMC, donc à proximité de l'arsenal, préférentiellement la salle 17, c'est ce qu'on a imaginé. Si ce n'est pas possible parce que la salle 17 est occupée, ce sera dans une autre salle, mais si possible, dans la salle 17. Dans cette salle 17, il y aura l'IBOD 3 qui sera circulant et qui donnera le matériel à l'IBOD 2 qui sera instrumentiste et qui séparera toutes les tables de manière stérile et qui recouvreront ensuite ces tables avec un champ stérile pour pouvoir être déplacés dans les salles d'intervention pour prendre en charge les patients en situation sanitaire exceptionnelle. Avant de vous habiller en salle, assurez-vous d'avoir bien lu la fiche. Mission de l'IBOD numéro 4, prendre en charge le patient en salle d'intervention sous le principe du damage control. Le principe du damage control, c'est 1 heure, entrée de salle, sortie de salle. Bonjour, Denis Vast, je prends la main pour les chirurgiens. Je suis chirurgien orthopédiste. On va essayer de répondre à 3 questions sur l'organisation du travail des chirurgiens dans ce contexte d'afflux massif de victimes. Que dois-je faire pour venir au CHU, selon que je suis déjà sur place ou en dehors de l'institution? Quelle va être la réorganisation du bloc? Et quelles vont être mes missions en tant que chirurgien? Si jamais je suis sur place, je vais être rapidement contacté par l'anesthésiste des urgences. Si je ne suis pas sur place, je ne viens pas spontanément. En pratique, dans ce genre de situation, le plan de sécurité de l'établissement va être déclenché. Il est donc indispensable que je me mette en retrait, mais à disposition. Je me munis de ma carte Gaïa, d'une pièce d'identité pour pouvoir accéder à l'établissement si jamais on m'appelle. Ce plan de sécurité est déclenché en cas de suspicion d'attentat et dans ces conditions, l'accès à l'établissement est bien évidemment régulé. L'entrée dans l'établissement se fera donc par l'entrée qui est du côté de la morgue. Pour ce qui est de l'organisation du bloc opératoire, vous avez sur cette diapositive l'organisation du bloc PTMC que vous connaissez bien. En cas d'afflux massif de victimes, il y a une réorganisation que vous a déjà présenté Romain tout à l'heure, avec une zone de triage à l'entrée du bloc, une zone de régulation du médecin anesthésiste réanimateur dans les salles d'urgence habituelles, et une zone de poste avancé de transfusion, puis les salles opératoires. Vous êtes chez vous, vous avez été appelé pour venir en renfort. Vous ne vous précipitez pas dans le bloc en cherchant votre salle et votre anesthésiste.
vous allez dans la zone d'accueil du bloc PTMC pour retrouver le cadre RH et le médecin RH afin de constituer une équipe qui va vous permettre de prendre en charge les patients. Une fois l'équipe constituée, vous restez à disposition. On vous attribuera un patient. Une fois ce patient pris en charge, vous procéderez à l'admission et vous irez dans la salle opératoire qui vous a été attribuée. Votre travail plus spécifique de chirurgien va se répartir en 2 postes principaux. Premier poste, ce sera la participation avec un médecin anesthésiste réanimateur au triage des patients. Cette activité concerne plutôt des chirurgiens expérimentés. L'objectif du chirurgien va être de définir les besoins et le type de chirurgie nécessaire pour chaque patient. Cette activité de triage est difficile mais cruciale. Elle doit permettre aux patients qui en ont besoin d'avoir accès au bloc opératoire. N'oubliez pas que les ressources chirurgicales sont limitées pour des demandes considérables. Pour cette même raison, si vous êtes attribué à une salle opératoire et que vous êtes chirurgien en salle opératoire, vous devrez appliquer les règles du damage control et occuper cette salle le moins longtemps possible pour permettre au plus de patients possible d'avoir accès aux salles de bloc. Donc ces principes du damage control ne sont pas naturels pour nous chirurgiens du civil, ils sont néanmoins primordiaux dans ce contexte, ils doivent permettre de contrôler. La réparation finale doit être reportée à plus tard. En cas de chirurgie digestive, ou de laparotomie, ou de thoracotomie, l'objectif doit être de stopper l'hémorragie et contrôler la contamination. Ces gestes doivent être limités au maximum, estimés à pas plus d'1 heure de temps opératoire. De la même manière, en cas de lésion vasculaire, on va privilégier les shunts, éviter les pontages, et dans le domaine de la traumatologie, on s'attelle à réaligner, stabiliser et décontaminer par un parage simple, mais drastique. Il s'agit, je le répète, pour nous d'une prise en charge un peu atypique et inhabituelle. Néanmoins, la menace est présente et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous familiariser avec ces prises en charge et ces chirurgies au laboratoire d'anatomie ou par les formations qui sont proposées par l'équipe de SSE. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle a pu répondre aux questions et aux interrogations que vous vous posiez sur cette thématique. On vous invite fortement à regarder les autres diaporamas des corps de métier impliqués et qui seront, comme vous, impactés par un afflux de patients en bloc opératoire. Vous y apprendrez sûrement beaucoup de choses et nous reviendrons vers vous avec d'autres propositions de formation et d'exercices dans les semaines et les mois qui viennent.